Bonsoir. Bonsoir à tous. Good evening. Je suis Albert Ferré. I'm Director of Publications here at the CCA. Et au nom de CCA, je vous remercie d'être venu ce soir pour le lancement de Archipel, Archipelago. This is the 20th edition of this yearly exercise promoted by the CCA initially that seeks to encourage conversation and the exchange of ideas among different universities. This started in Montreal, then expanded to Quebec, Ottawa, Toronto, with a different school taking each year the lead to organize this event with us. And we're very happy to be celebrating 20 years of this initiative tonight with all of you. After the presentations, there will be a drink in the Shaughnessy House down the corridor. Cette 20e Charrette interuniversitaire est organisée par le CCA et l'UQAM en collaboration avec l'Université de Montréal et de McGill et avec la participation des universités Carleton, Ryerson, Laval, l'Université de Toronto et Concordia. I would particularly like to thank Sinisha Berdar for his incredible work in the organization of this 20th Charrette, as well as Ipek Tourelli of McGill University et Manon Asselin de l'Université de Montréal. Many thanks also to Inderbir Riar from Carleton, Vincent Hui from Ryerson, Liad Margolis and Michael Piper from the University of Toronto, Anne Boisvert de l'Université de Montréal et Carmela Cucuzella de Concordia. Laval, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, Université Laval. I'm sorry. Dans quelques instants, Sinisha Berdar va vous présenter la problématique de la charrette ainsi que les intervenants de ce soir. I would only like to point out that there are two exhibitions now on view here at the CCA that you've probably seen as you were coming in. There's the small exhibition on Alvaro Siza's archive, a first presentation that as the archive arrived at the CCA, we opened the boxes, selected a few drawings. We're presenting two projects in two European cities. The two projects are housing for immigrants, for let's say migrant communities, so diverse cultures and quite let's say difficult process of design and participation. L'autre exposition, c'est l'architecte autrement, the other architect, where we look at architectural practices that explore paths that go beyond building practices and look at a wider cultural understanding of the architectural profession. Dans ce contexte, je voudrais vous inviter à la série de programmes publics qui ont lieu ici normalement les jeudis soirs. La semaine prochaine, nous allons recevoir Common Room avec une présentation qui s'intitule What's the Problem? Common Room is an architectural practice in New York with a publishing imprint and an exhibition space. So it's a typical case of the examples that are presented in the exhibition. What we do with the public programs is to invite contemporary practices that complement an overview that in the exhibition tends to be more historical, although there are also some contemporary practices. Donc, Sinisha, s'il te plaît, merci beaucoup, and see you at the drink. Bonsoir, good evening. Mon nom est Sinisha Berdar de l'école de design de l'UQAM. My name is Sinisha Berdar from l'école de design à l'UQAM. Delighted to be here with you. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous. Je tiens tout d'abord à remercier le Centre canadien d'architecture pour le support continu de cet événement formidable depuis 1994. C'est un énorme plaisir de collaborer avec l'équipe du CCA, notamment avec Delphine, Rebecca, Esther et Albert.
Je tiens également à remercier mes collègues du comité d'organisation, Manon Asselin de l'Université de Montréal et Pectorelli de McGill. Merci. Un grand remerciement aussi aux conférenciers qui sont avec nous ce soir, ainsi qu'au jury qui a gracieusement accepté de voir tous les projets et de participer dans ce débat. Un merci particulier à ma collègue Judith Poirier et à ses étudiants de deuxième année de design graphique à l'École de design de l'UQAM qui ont relevé le défi de travailler sur l'identité graphique de la Charrette à travers les affiches, les dépliants et le site web. Je vous montre quelques-unes des 80 affiches élaborées dans le cadre de cet exercice pédagogique exceptionnellement chouette. Donc celle-ci, vous la connaissez, mais je vous montre quelques autres. Et le choix a été très difficile. Pour nous ramener vers l'archipel. Et ensuite, je tiens aussi à remercier tous les étudiants de participer et d'être avec nous ce soir, ici au CCA et sur le web. Bonsoir. Good evening. This evening what I'll try doing is doing as much as possible working in both languages. It might be tricky at some point where time-wise we don't necessarily have that much time. So I'm going to try to switch as much as possible between one language and the other. There are moments where I'll be mainly going in French, so bear with me. During these periods, there will be bilingual slides on the screen. And also my presentation is going to be on the website. It's actually on the website currently, so you'll be able to have a look at it afterwards. Alors, Archipel. On faisait référence à Archipel, surtout, en fait, en annonçant la Charrette, on faisait référence à Archipel, l'archipel montréalais, l'archipel d'Hochelaga, qui est composé de 28 îles, mais plus particulièrement d'une partie de cet archipel ou d'un nano-archipel qu'on connaît un petit peu mieux, qui est composé des îles Sainte-Hélène et île Notre-Dame. Donc, on va plonger tout de suite au thème. Et peut-être, avant de plonger au thème, I'm going to say the same thing in English. Initially, it will work better and better throughout the presentation. So initially, we were teasing you with the notion of archipelago, and obviously we were referring to Montreal's archipelago, which is normally called Hochelaga Archipelago, which is composed of 28 islands. But more particularly, we were interested in one part of this archipelago, which is an archipelago in itself throughout history. And this archipelago is composed by the St. Helens Island and Notre-Dame Island. So jumping right to the theme. Alors pour sauter directement sur la thématique et sur la problématique. La 20e Charrette interuniversitaire invite les jeunes designers à explorer les futurs possibles des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. 50 ans après Expo 67, le Big Bang d'espoir, rêves et projets qui a réinventé les îles, l'archipel est en quête d'un imaginaire renouvelé, capable de reconnaître et d'activer son patrimoine, son potentiel et sa pertinence. Un imaginaire qui puise dans le passé pour ouvrir le chemin à des nouvelles modernités. Ce projet pose un regard rétrospectif de 50 ans en arrière vers l'esprit de l'Expo 67 et l'héritage des îles afin d'inspirer un regard prospectif de 50 ans vers l'avant pour explorer les futurs possibles pour l'archipel. The 20th Interuniversity Charrette invites young designers to explore possible futures for Montreal, St. Helens and Notre-Dame Island. 50 years after Expo 67, the big bang of hopes, dreams, convictions and projects that reinvented this tiny archipelago, the archipelago is seeking a renewed imaginary, able to recognize and activate its legacy, its potential, and its pertinence. A new imaginary that feeds on the past to move forward into new modernities. This project is about looking back 50 years at the spirit of Expo 67 and the legacy of the islands, and looking ahead 50 years to explore possible futures for the archipelago. Quick word about the context. 50 years ago, the future was thinkable. Montreal had the audacity to think big and to look forward. Montreal had hopes, dreams, convictions, and projects. The city was diving headfirst into modernity with a sense of euphoria, following the footsteps of cities like New York. Expo 67 was the clearest manifestation of this new spirit. The event aspired to open the city to the world, seeking to assert its place in the constellation of world's leading modern cities. For Expo 67, the city found new freedoms in its island archipelago.
Expo 67 exposed 50 million visitors to modernity and catalyzed a new wave of modern design in Quebec. Beyond the pervasive, cheerful optimism of the spectacle, Expo 67 was a carefully crafted pragmatic utopia and a shrewd political tool for inducing modernity. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, il y a 50 ans, le futur était pensable. Montréal avait l'audace de penser grand, penser l'avenir et penser un monde nouveau. Montréal avait des espoirs, des rêves, des convictions et des projets. La ville plongeait dans la modernité avec un esprit d'euphorie, suivant les traces des métropoles comme New York. Expo 67 est une manifestation claire de ce nouvel état d'esprit. L'événement aspirait à ouvrir la ville au monde, à en faire un point de rencontre international et à affirmer sa place dans la constellation de métropoles modernes. Pour Expo 67, la ville a trouvé la liberté dans son archipel. Expo 67 a exposé 50 millions de visiteurs à la modernité et catalysé une nouvelle vague de design moderne au Québec. Au-delà de l'optimisme étincelant de l'événement, l'Expo 67 était une utopie pragmatique et un puissant outil stratégique pour réduire la modernité. Plutôt que le début spectaculaire d'une passion durable entre Montréal et la modernité, l'Expo 67 s'est avérée être une simple aventure d'un soir. Orphelin de ce flirt, les îles ont décliné au cours des décennies qui ont suivi. Alors que l'optimisme des années 60 était éclipsé par le désenchantement et le cynisme croissant des années 70, la modernité et l'utopie étaient devenues suspicieuses. Blâmés pour les excès perçus du modernisme, les architectes se sont retirés dans le rôle de simples techniciens du capital. L'architecture n'était plus considérée comme un mécanisme pertinent pour aborder des questions sociales et politiques importantes. Rather than a spectacular beginning to a lasting passion between Montreal and modernity, Expo 67 proved to be a mere one-night stand. Orphans of this flirt, the islands declined. As cheerful optimism of 1960s gave way to the growing cynicism and disenchantment of the 1970s, utopian modernity became mistrusted. Taking the brunt of the blame for the perceived excesses of modernism, the architects withdrew into the role of sheer technicians of the capital. Architecture was no longer seen as a relevant mechanism for engaging important social and political questions. So here's the challenge. Le défi. 5 décennies après Expo 67, l'archipel est en quête d'un imaginaire renouvelé, capable de reconnaître et d'activer son patrimoine, son potentiel et sa pertinence. Les designers ont des capacités et des outils remarquables pour investiguer, penser et représenter divers imaginaires et futurs possibles. Projeté sur un horizon de 50 ans, l'exercice permet aux étudiants de plonger dans une prospection du futur de l'archipel autour d'une série de questions et d'axes thématiques. La Charrette 2015 sollicite des scénarios imaginatifs, spéculatifs, critiques, stratégiques, pragmatiques pour l'avenir de l'archipel dans 50 ans. Nous visons des propositions de design architectural, urbain, paysager et de design en général, portées sur la créativité, la clarté et la pertinence. Le type et l'étendue de l'intervention sont libres et variables. Ils peuvent aller des stratégies globales à des projets tactiques, ponctuels, voire acupuncturels, du processus à la forme, du spéculatif au pragmatique, de l'abstrait au concret. Le site du projet est constitué des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame dans leur contexte plus large d'archipel. Le but n'est pas de prédire ce que l'avenir va être, mais d'explorer ce que l'avenir pourrait être si nous suivons la logique de certaines considérations, hypothèses et scénarios. Cette exploration se fait par l'élaboration de scénarios de design. Chaque groupe va identifier les facteurs qu'il considère clés pour les scénarios du futur qu'il construit. Je vais vous en glisser un petit mot un petit peu plus tard sur cette notion de scénario. So, the essence of the challenge is the following. 5 decades after Expo 67, the archipelago is in desperate need of a renewed imaginary able to recognize its value, its potentials, and its pertinence. Designers possess a remarkable set of skills and tools to investigate, think, and represent imaginaries and possible futures. Prospecting the future with a 50-year horizon, groups are invited to explore possible futures for the archipelago. The 2015 Charrette solicits a range of imaginative, speculative, critical, strategic, and pragmatic design scenarios for the future of the archipelago in 50 years. We are looking for architectural, urban, and landscape design projects exhibiting creativity, clarity, pertinence, and all the other qualities we can imagine.
The scope and the type of intervention can range from the overall strategies to tactical localized projects, from highly speculative to highly pragmatic, from process-driven to form-driven, and from abstract to concrete. The site for the project is St. Helens and Notre Dame Islands within the broader archipelago. The exploration can be conducted through scenario building. The objective is not to predict what the future will be, but to explore what the future could be if we follow the logic of certain considerations, hypotheses, and scenarios. It is up to each group to elaborate what factors they consider pivotal for the scenarios they're building. And again, we'll come back to this notion of scenarios a little bit later on. Quick word on the conceptual framework, and mainly on the symbiotic notions of archipelago and utopia, something that one of our speakers will come back and address a little bit later on. So, archipelago is a model. So the archipelago is the natural habitat for fiction. It is both a territorial condition that describes an underexploited reality of Montreal's islands and a productive metaphor for a distributed network of distinct urban nuclei. As an imaginative model of urban legibility, this metaphor describes a constellation of associated yet radically different autonomous worlds, conditions, and objects. This model is further echoed in a biological metaphor of a set of different organs within the body. The notion of relational dynamic between living things, the very essence of ecology and of urbanity, casts the archipelago as the ideal setting for exploring ecological and urban models. Un petit mot sur le cadre conceptuel qui est composé de deux notions, la notion d'archipel et utopie, deux notions extrêmement symbiotiques dont on va entendre parler un petit peu plus tard par un des conférenciers. Au niveau de l'archipel, on pourrait l'utiliser, on pourrait le penser comme modèle. L'archipel est le cadre idéal pour penser la fiction. Il est à la fois une condition territoriale qui décrit une réalité sous-exploitée des îles montréalaises et une métaphore fertile de la ville comme réseau distribué de noyaux urbains distincts. Modèle imagé de lecture urbaine, cette métaphore décrit une constellation de mondes, d'objets et de conditions autonomes à la fois radicalement différentes et associées. Ce modèle trouve écho dans la métaphore biologique d'un ensemble de différents organes constituant un corps. Le rapport dynamique entre êtres vivants, l'essence même de l'écologie et de l'urbanité, positionne l'archipel comme le cadre idéal pour l'exploration des modèles écologiques et urbains. Et un mot extrêmement rapide sur la notion de l'utopie. Le sujet est vaste, mais il fait partie intrinsèque de la réflexion de ce projet-là. On pourrait dire que l'archipel est le camp conceptuel et l'habitat naturel pour l'utopie. Un outil de réflexion en design capable de formuler des alternatives critiques au statu quo. Le renouveau de la pensée utopique réhabilite l'élan critique, social et politique qui a été le moteur du développement de l'architecture moderne. Cette réhabilitation vise à récupérer la liberté d'agir, à réhabiliter la pertinence de l'approche architecturale face aux questions sociales, politiques, économiques et environnementales importantes, et à favoriser la capacité de proposer une urbanité pour aujourd'hui et demain. Une chose que les architectes font un peu moins dernièrement, les architectes et les designers. Défiant les prétentions naïves, déterministes et messianiques des anciennes utopies, ces nouvelles formes d'utopie cherchent la pertinence, la stratégie, l'agilité, la résilience et une bonne dose de pragmatisme. Ces explorations des imaginaires spéculatifs ont leur lot de risques car nous sommes constamment en porte-à-faux. Ce processus de recherche nous amènera inévitablement sur de nombreuses fausses pistes. Néanmoins, nous avons besoin de conceptions et de modèles positifs du monde de demain. Face au sentiment que l'avenir de notre planète et de nos villes nous échappe, l'exploration des pistes stratégiques prospectives est préférable à la politique de l'autruche. L'architecture est intrinsèquement une pratique d'optimisme critique et une fabrique de l'avenir. So a quick word on utopia as a tool, which is also part of a conceptual framework together with the archipelago. The archipelago is set as a conceptual canvas and natural habitat for utopia, a design thinking tool capable of formulating critical alternatives to the status quo. The renewal of utopian modes of thinking rehabilitates the intensely critical social and political impetus that was the motor for the development of modern architecture. The reclaimed freedom and relevance in engaging important social, political, economic, and environmental questions
through the critical lens of architecture allows designers a renewed role in thinking, debating, and above all, proposing an urbanity for today and tomorrow. Challenging naive messianic pretensions and dogmas of former utopias, new forms of utopia seek pertinence, strategy, agility, resilience, and a healthy dose of pragmatism. Amidst claims that the future of our cities and of our planet is getting out of hand, exploring strategic paths forward is more pertinent than sticking our heads in the sand. Architecture is inherently a practice of critical optimism and the workshop of the future. So a quick word on this notion of scenarios. And you'll find much more about all of these things on the website. Donc, un petit mot sur les scénarios projectifs et vous allez retrouver l'ensemble complet des différents scénarios sur le site web. Donc, les scénarios projectifs ou la notion de « et si », « what if ». Quelques scénarios prototypiques ont été formulés pour illustrer les cadres conceptuels possibles et accompagner l'exploration du futur selon les pivots thématiques. Ces explorations spéculatives exacerbent et radicalisent certaines conditions choisies. Donc, ces explorations spéculatives exacerbent et radicalisent les conditions, les espoirs et les tensions d'aujourd'hui et de demain. Elles poussent leur logique respective au bout. Elles proposent, examinent et amplifient les catalyseurs de changement que vous identifiez au niveau de chaque équipe. Elles orchestrent les dimensions dynamiques et passives tout au long de ce processus de 5 décennies séparant les mondes d'aujourd'hui et de demain. Lorsqu'on parle de 5 décennies, lorsqu'on parle du monde en 50 ans, il ne s'agit pas juste de réfléchir ce que ça pourrait être dans 50 ans, mais comment on s'y rend. Donc, c'est durée et aussi une matière avec laquelle nous, on a travaillé comme designers et architectes continuellement, ainsi que dans le cadre de ce projet-là. À l'inverse, des excès d'esprit critique peuvent amener des inversions de scénarios vers des récits négatifs et dystopiques, explorant les horreurs que l'avenir peut nous réserver. Cette approche peut avoir une valeur de thérapie choc pour sensibilité, susciter la polémique et révéler les contradictions, les paradoxes et les menaces. Dans les groupes de scénarios, on a proposé 5 groupements, mais c'est vraiment à vous de déterminer qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les groupements, quels sont les thèmes qui, pour vous, sont pivots d'une réflexion vers le futur ou qui risquent d'avoir un impact. On les a regroupés en groupes de vecteurs environnementaux, vecteurs socio-économiques, vecteurs technologiques, vecteurs ludiques et vecteurs globaux, c'est-à-dire globaux et locaux. And a quick word on projective scenarios and the notion of what if. A few prototypical scenarios have been outlined to illustrate possible lenses and to accompany groups in thinking of the future along thematic conceptual pivots. These speculative explorations exacerbate and radicalize specific conditions, hopes, and tensions of today and tomorrow. They push their respective logics to their limits. They posit, investigate, and amplify the catalysts of change and curate the dynamic and passive dimensions throughout the 5-decade process between the worlds of today and tomorrow. Occasional overdoses of criticality may lead into negative reversal scenarios and into dystopian narratives, forewarning of the horrors the future may have in store for us. These may arguably have the value as shock therapy to raise awareness, provoke polemical discussion, and reveal the contradictions, paradoxes, and threats. We've grouped them into 5 fairly loose groupings, namely the environmental vectors, economic or socioeconomic vectors, technological vectors, play vectors, and local vectors, meaning global and local vectors. Obviously, you're free to define what is important for you, and you're not bound by any of those. These are meant simply to provide you an illustration or to lead you, to show you the way that this mechanism works and to help you find a groove fairly quickly for your project. It's more about illustrating the principle than necessarily leading you by the hand or constraining you in any possible way. So, sorry for the monologue, but this is the nature of the thing. What we'll do now is we'll take a couple of minutes and just dive through the history of this archipelago that, frankly, very few people tend to know. On va prendre quelques petites minutes pour plonger dans l'historique de l'archipel qui va vous donner la notion ou l'idée de toute la richesse qu'on retrouve et avec laquelle on a travaillé. This part of the presentation will be done only in French.
But I'm hopeful that you'll be able to read and that you'll have a direct image of our slides on your screen, which are bilingual. So, very quickly, and this will really have to be a sprint because I have a doubt that in terms of timing, we're a little bit pressed. So, alors, on retourne à un survol historique, une espèce de ligne de temps. L'île, en fait, l'île Sainte-Hélène a été fréquentée par les peuples autochtones dès la préhistoire, notamment par les Iroquois à partir de l'an 1000. Oh, pardon. L'arrivée des Européens survient en 1611 avec Samuel de Champlain, qui y voit le lieu idéal pour bâtir une bonne et forte ville. Donc, l'intention de Samuel de Champlain, c'est de bâtir la ville, non pas sur l'île de Montréal, mais sur l'île Sainte-Hélène. Et d'ailleurs, l'île Sainte-Hélène, il la nomme en honneur de son épouse très jeune, Hélène Boulay. D'ailleurs, au niveau de la toponymie, vous allez voir qu'il y a une colline Boulay et il y a plusieurs éléments qui rappellent Champlain et son expédition. En 1760, face à l'avancée de l'armée britannique, les troupes françaises se replient sur l'île Sainte-Hélène et c'est sur l'île Sainte-Hélène que l'ordre est donné de brûler les drapeaux, le dernier geste français au Canada. Suite à la guerre de 1812, les Britanniques acquièrent l'île et transforment l'île entre 1820 et 1824 en un complexe militaire de garnison avec un fort, caserne, arsenal et poudrière. Et là, ce que vous allez voir, c'est la notion d'archipel. Donc, l'île Sainte-Hélène, vous la voyez ici, elle a plusieurs satellites. Il y a vraiment une constellation de petites îles. Des îles un peu plus grandes comme l'île Ronde, que vous voyez ici. Et donc, la Ronde, ça doit résonner d'une certaine manière. Et l'île aux fraises qu'on voit ici, qui, à partir de 1930, a également été appelée l'île verte. Ce qu'on voit ici, c'est une variété de petites îles qui étaient d'ordre soit saisonnier, donc qu'elles apparaissaient et disparaissaient au gré des saisons, ou au gré des années. Donc, c'est vraiment une constellation évolutive de petites îles. Et donc, cet univers-là était extrêmement dynamique. En 1874, le départ des groupes britanniques permet d'ouvrir l'île comme parc public. Les baigneurs et les promeneurs s'y rendent en traversier. En 1895, l'île est le site proposé pour l'exposition universelle de 1896. Faisant écho aux expositions de Chicago, de Paris et de Londres, la proposition vise à réanimer une économie en crise. Et en fait, cette fois-ci, le rêve a échoué et cette expo n'a pas eu lieu. Mais ce n'était que partie remise. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les illustrations qui ont été fournies en 1895 par A.S. Broder, qui est un dessinateur. On voit certains échos de l'Expo universelle de Chicago. On voit une influence plutôt française sur les autres dessins. Ici, on est toujours, je vous rappelle, sur l'île Sainte-Hélène. Et une vision nocturne qui est digne d'un espèce de quartier de spectacle, comme on le connaît aujourd'hui, il y a 100 ans. Désolé pour la qualité pixelisée des images. En 1930, on ouvre le pont du Havre. En fait, juste mentionner qu'en 1908, la ville acquiert l'île du gouvernement fédéral. En 1930, le pont du Havre ouvre l'accès à l'île. Le pont demeure payant jusqu'en 1962, à la fois pour les autos et pour les piétons. Le pavillon du pont, que vous voyez ici. Donc, le pavillon du pont devait servir de casino, encore une chose qui a des échos plus tard, devait servir de casino et en fait, cet usage qui a été jugé immoral par l'Église a fait de sorte que l'édifice est orphelin d'usage, qu'il est inoccupé depuis ce temps-là. En ce moment, ce bâtiment-là, je crois que c'est un entrepôt de sel et de sable pour la ville de Montréal. En 1931, ou au début des années 30, afin de contrer les effets de la crise et du chômage suite à la crise de 1929, le paysagiste Frédéric Todd est appelé à aménager l'île. L'ambition du plan initial était d'agrandir l'île. Comme vous pouvez voir, l'île Sainte-Hélène est ici. L'île Ronde y était annexée, l'île aux fraises aussi. Et ensuite, il y a toute une espèce de lagon qui est défini par une nouvelle série d'îles qui font une sorte de collier autour. Donc, l'ambition du plan était d'agrandir l'île. Limité à l'île, le plan est réalisé à partir de 1936, mais vraiment avec une ambition beaucoup plus limitée.
Les aménagements récréatifs transforment l'île en un terrain de jeu et d'évasion, et franchement un terrain de modernité. Ce qu'on voit ici, c'est carrément un Montréal, ville un peu polluée industrielle, et la perception que ça nous donne, versus tout un autre monde où l'hygiène, propreté, activité physique, sportive ont été valorisées. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, l'île est la prison pour les ennemis perçus du Dominion. Le fort devient le camp de détention numéro 47, renfermant 400 personnes, notamment des Italiens, mais aussi des Allemands et des Japonais. En 1959, en fait, il s'agit vraiment d'un processus qui se déroule entre 1952 et 1959, la construction de la nouvelle voie maritime du Saint-Laurent qui permet le passage direct du trafic maritime de l'océan au Grand Lac. Donc, avant, les bateaux devaient s'arrêter à Montréal, transborder, transphaser la marchandise, de sorte que beaucoup de processus de transformation de la matière se faisaient à Montréal, notamment le long du canal de la Chine. Suite à la construction de cette voie maritime, les bateaux pouvaient circuler librement de l'océan vers les Grands Lacs. Et donc, le canal de la Chine ainsi que le port de Montréal, et franchement, Montréal en général, perdent de l'importance, mais notamment au niveau du canal de la Chine et du port, ils perdent en partie leur raison d'être. C'est un changement majeur et relativement peu connu dans la dynamique socio-économique, surtout économique à Montréal. Entre 1952 et 1957, les îles sont réinventées pour accueillir l'Expo 67 et célébrer le centenaire du Canada. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que cette Expo universelle de 1967 a été accordée d'abord à Moscou pour célébrer le centenaire le 50e de la Révolution soviétique. Les Soviétiques, 2 ans plus tard, ils sont arrivés à la conclusion que c'était trop serré et qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Et c'est là où le drapeau, et franchement le monde occidental, où la partie ouest a déclaré que tout était possible et qu'ils étaient en mesure de le faire. Et le drapeau a pris le flambeau. Et en quelques années, ils ont construit les îles, ou en fait, ils ont redéfini les îles pour accueillir l'Expo 67 et donc célébrer le centenaire du Canada. L'île Sainte-Hélène a englouti l'île Ronde et l'île aux Fraises. Et donc ça, c'est une des séries de renversements un peu paradoxaux, mais extrêmement intéressants. Ce que vous voyez ici, c'est anciennement l'île Ronde. Et ce que vous voyez là, l'autre lac, ça, c'était l'île aux Fraises. Et on les a utilisés pour construire, on les a explosés pour construire la digue autour. On a également utilisé 12 millions de tonnes de pierres ou de rocs excavés lors de la construction du métro pour compléter et tripler de taille l'île Sainte-Hélène, ainsi que 15 millions de tonnes de rocs encore excavés dans le métro pour construire l'île Notre-Dame. L'utopie de Todd devient réalité en quelques mois, pratiquement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une certaine vision que vous avez vue tout à l'heure de l'Expo 67. Elle vient avec une série d'ambitions, non seulement par rapport à cet univers-là, un univers résolument moderne, mais aussi un univers résolument moderne de Montréal qui se veut, qui a l'ambition de faire partie des grands, de faire partie des villes comme New York. C'est quand même assez frappant. Donc, la partie nord de la nouvelle île, qui est là, donc de l'île triplée, de l'île Sainte-Hélène, est occupée par un parc d'amusement, la Ronde, suivant le nom de l'île qui était là. Et la partie sud, donc toute cette partie ici, est vouée à des fins culturelles et constitue le cœur de l'Expo 67. L'Expo 67 regroupe plus d'une centaine d'installations provenant de 60 pays. On a un des conférenciers qui va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension plus complète de l'univers de l'Expo 67. Donc, l'Expo regroupe plus d'une centaine d'installations de 60 pays. On y retrouve des pavillons nationaux des nations, notamment ceux qui se distinguent, c'est les pavillons des Nations Unies, URSS, Canada et Allemagne, pour en nommer quelques-uns. Mais il y avait également des pavillons thématiques, acier, bois, extrêmement intéressants, et les équipements publics, les espaces publics ainsi que l'infrastructure de transport. 50 millions de visiteurs sont irradiés par cette modernité. Et depuis ce temps-là, graduellement, négligés, les restants de l'Expo font une constellation d'artefacts dispersés, les îlots de mémoire, dans un courant d'oubli. Donc, vraiment, on assiste à 50 ans de déclin. L'Expo 67 était autant un outil géopolitique déguisé en spectacle qu'un outil politique local pour induire la modernité à une société sortant de l'emprise de l'Église. En 1976, lors des travaux de réfaction, si on veut,
réfection, le feu détruit l'enveloppe acrylique du dôme géodésique. Le dôme reste fermé jusqu'en 1990 et ensuite il trouve une nouvelle vie en 1995 sous forme de biosphère. L'archipel olympique, l'île Notre-Dame est reconfigurée pour devenir le site du bassin olympique. Plusieurs pavillons de l'Expo 67 sont démolis, dommages collatéraux de la modernité. La plage Notre-Dame, la plage Jean-Drapeau voit le jour, c'est la fameuse plage que personne ne sait où elle se trouve. Bien, finalement, elle est ici. Et ce qui a été rajouté, c'est donc ce bassin-là. Et dans le processus de construction de tout ça, on a démoli une énorme partie, la majorité des pavillons qui sont là. Ce que vous voyez, ce qui reste, pavillon du Québec, pavillon de la France, ainsi que le restaurant du pavillon canadien qui était disparu. En 1978, le circuit de course automobile est aménagé sur l'île Notre-Dame. Il accueille le Grand Prix de Formule 1 du Canada, une semaine, pour ne pas dire un jour par année. Et le reste du temps, théoriquement, il est un terrain de jeu ouvert au public. C'est rare qu'on ait l'occasion de jouer sur ce terrain-là. En 1980, ce qui était à la fois un moment de jubilation, mais aussi un clou dans le cercueil, les Floralies internationales ont encore reconfiguré l'île Notre-Dame et le peu de pavillons qui restaient, à part ceux que j'ai nommés tout à l'heure, ont été démolis dans le processus. Certains jardins sont préservés, occupant actuellement 25 hectares. Le microclimat de l'île permet de cultiver des plantes intolérantes autrement au climat montréalais. L'artificiel et naturel, ici, sont en symbiose. Donc, on se rappelle que l'île Notre-Dame est entièrement artificielle et ce qu'on projette, c'est une sorte de décor naturaliste. Mais en même temps, qui est extrêmement chouette. Et ces mondes naturels et artificiels, je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme deux choses séparées. David McConville, tout à l'heure, va nous parler de la notion d'anthropocène qui nous permet de réconcilier, en tout cas de penser le monde selon les registres différents que le naturel et l'artificiel. En 1990, le plan de réaménagement privilégie la naturalisation et efface la majorité des traces du cœur d'Expo 67. L'esthétique moderniste minérale est reniée ici au profit d'un simulacre naturaliste et d'un parc générique et franchement peu convaincant. À partir des années 2000, l'archipel est réanimé grâce à une constellation d'événements, pique-nique électronique, Oshéaga, fête des neiges et feux d'artifice. L'aménagement, c'est-à-dire l'aménagement physique, capitule. L'archipel, tout comme la ville, est désormais planifié par l'événementiel. En 2015, on a un exemple encore plus illustre qu'on n'a pas nécessairement d'idée très claire comment on veut utiliser cet outil formidable dont Montréal est doté. Et on se rend compte aussi que nos professions proposent relativement peu pour le futur de ces îles. Et ceux qui décident ce que les îles vont être, c'est surtout les politiciens, les acteurs économiques comme Gilbert Rozon, ainsi que Guy Laliberté. Donc, en 2015, Guy Laliberté convoite l'île Sainte-Hélène afin d'y réaliser son projet Pangea, un espace commémoratif visant à redéfinir le rapport à la mort et à la mémoire des personnes disparues. Franchement, on n'est pas loin d'un archipel des morts. Donc, si vous voulez, il y a sûrement des questions, il y a sûrement des choses qui ne sont pas très, très claires, il y a des parties qui sont sûrement trop condensées pour avoir tout le sens. Tout à l'heure, vous pourrez me poser des questions. Mais maintenant, j'aimerais vous introduire à nos trois conférenciers de ce soir qui vont nous parler de différents aspects qui sont pertinents par rapport au projet. D'abord, Inder Riard va jeter un regard rétrospectif sur Expo 67 et différentes valeurs qui étaient à l'origine, l'esprit d'Expo 67, mais aussi certaines parties de l'Expo 67 qui ne sont jamais ressorties à la surface, d'une certaine manière. Ensuite, Christina Contandriopoulos va nous parler de l'utopie l'utopie et de l'archipel comme ce cadre conceptuel symbiotique qui sous-tend l'ensemble de ces démarches. Et ensuite, David McConville va essayer de partager avec nous une manière de comprendre le présent afin de mieux designer le futur et va nous projeter sur quelques vecteurs plus orientés vers le futur. So just a quick word, hello back, quick word to introduce you to this evening's speakers who will help us dig a little bit deeper in the Charrette subject. We have with us Inder Riard, who is a professor at Carleton, who will be speaking namely who'll be having a look back at Expo 67 and trying to expose some of the lesser known
values and ideas about Expo 67. Following that, Christina Contandriopoulos will give a brief talk about the symbiotic relation between the Archipelago and Utopia as conceptual tools. And following that, David McConville will try to help us understand how we can think the present in order to better design the future. Un petit mot, juste en fait sur les trois, parce que dans la séquence, peut-être je suis allé un peu trop vite. So, quick word about Inderbeer Riard, who will be the first speaker. Inderbeer has been trained, he is a professor at Carleton University. Hello, Carleton. I know there are a lot of groups at Carleton currently listening to us. Trained as an architect at McGill and Columbia, Inderbeer is an architectural historian exploring the ways in which modern metropolis has been imagined as producing ideal citizenries. His interest in the intellectual debates shaping post-war architecture has also informed his studies on Canadian modernism that originated in Inderbeer's PhD dissertation at Columbia about Expo 67 and the architecture of late modernity. So Expo 67 is a universe in which he has been swimming for quite a while now. Un mot sur Christina Contandriopoulos, qui est professeure collègue à l'UQAM. Elle a une formation en architecture de l'Université de Montréal et de McGill, ainsi que le doctorat en histoire de l'architecture de l'Université McGill. Elle est la coéditeur de l'anthologie sur la théorie architecturale, donc Architectural Theory 1871 to 2005, avec Harry Mulgrave, qui est apparu en 2008, et d'un recueil sur l'histoire de l'architecture du 19e siècle, Companion to 19th Century Architecture, avec Martin Bressani, qui devrait paraître en 2016. On a hâte de voir ça. Ses champs de recherche portent sur l'histoire de l'architecture, des villes et des techniques de représentation du territoire. Dernièrement, sa recherche et son enseignement se concentrent sur le rôle de l'utopie dans l'architecture contemporaine. Elle a enseigné 4 séminaires spécialisés sur ce sujet à l'Université de Montréal, à l'Université McGill et à l'UQAM. Elle a également dirigé un numéro exquis de la revue GIE sur le retour de l'utopie au début du 21e siècle. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, je vous encourage à le voir. C'est de loin l'ouvrage le plus synthétique, pas exactement l'ouvrage, mais une collection de recueils extrêmement synthétiques dans lequel notre collègue Aaron Sprenker a également publié, ainsi que Inderbeer. Et lastly, David McConville, I'm absolutely delighted to have him with us. He's the president of the Buckminster Fuller Institute and the director of the Office de la Recherche Intégrative at SAT. He obtained a PhD in art and media from the Planetary Collegium at the University of Plymouth, examining the historic and contemporary role of spheric visualization practices in shaping views of the world. He's the chairman of the Buckminster Fuller Institute, a nonprofit organization catalyzing transformative problem-solving capacities through comprehensive design education. He also directs the Office of Integrative Research at the SAT, Society for Arts and Technology, developing tools and techniques for convening collaborations across disciplines. And this is one of these opportunities to collaborate, at least on a slightly more theoretical level. He's a media artist whose work explores potential of immersive visualization environments to catalyze transdisciplinary research and education. So, without further ado, we'll first hear Inderbeer speak in English, and then Christina va basculer vers le français, and then David McConville will flip back to English, and then I'll be back to take some of your questions. Donc, tout d'abord, Inderbeer en anglais, Christina en français, David en anglais. Ensuite, moi, je vais être de retour pour essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, ainsi qu'avec des notions un peu plus pragmatiques, logistiques par rapport à la charrette. Désolé, c'est un peu long. Lire, ce n'est pas nécessairement ma préférence, mais lorsqu'on a énormément de choses et qu'on ne veut pas passer à côté de certaines notions, on le fait. Merci et Inderbeer. Okay, good evening, everyone. I'd like to just thank Sinisha Bradar and the CCA for inviting me. It's really a pleasure to speak in this August auditorium. I have to start off with maybe a bit of a bummer, and that's, or maybe it's a bit of a bummer to hear from a historian
launching a charrette. So you just have to bear with me because I don't want it to be terribly boring. So I invite all the students to do what you do best, and that is don't listen to one of your profs and instead look at the images, because the images hopefully be very, very exciting, and you don't have to get bogged down in the pedantic details of the history of Expo 67. But maybe the images will inspire some ideas for your wonderful competitions. Okay, so let me begin. Between April and October 1967, 50 million people came to see the world, quite literally the world, represented, reorganized, and remapped. Across 2 islands and an elongated pier in Montreal's St. Lawrence River, 60 nations, many ancient, many newly born, multinational corporations, new international agencies like the United Nations and the European Community, 3 religions, the Kindergarten of Vienna, the Indians of Canada, a host nation celebrating its centenary, and many more groupings of peoples and things gathered under the aegis of Expo 67. Like so many long-planned and short-lived universal exhibitions, Expo 67 aimed at nothing less than establishing global modernity. The theme, Terre des Hommes, a sentiment borrowed from the pre-war aviator philosopher Antoine de Saint-Exupéry and translated as Man in His World, served to suggest senses of civic kinship, democratic sentiment, technological sophistication, and international cooperation. And in the very same way, this idea of Terre des Hommes carried both noble and maudlin sentiment intertwined at the very same time. In a brilliant stroke of marketing, visitors were issued a passport. This, in fact, is my father's passport. As they moved along among countries and corporations, a stamp was issued for every frontier crossed, a laissez-passer allowing a borderless vision of a world free from strife, inequity, and violence. Riding the mini rail, looping high above the fairgrounds, people could look down and believe for an instant, a very brief instant, that here lay the outlines of post-war society. It may as well have been the 19th century. Like its precursors 100 years earlier, Expo 67 promoted the unrelenting promise of progress. Central to this simultaneously spectacular and didactic effort were novel architectural experiments. Extending the optimism of large-scale thinking in the 1960s, these sufficiently heroic structures could, it was hoped, make imminent new forms of human interaction, social control, and the technical organization of space. In the past, these ambitions were captured in any number of galeries des machines, vehicles of measuring human self-realization by awestruck senses of a world governed by technology. Yet in the aftermath of global war and terror of nuclear holocaust, the destructive capacity of science gave pause. The splitting of the atom signified both a terrifying power and a thrilling source of energy. One promised total annihilation, the other salvation. On one side stood a complete social order and psychological alienation as a product of fear from the life world. On the other side grew a total embrace of communications, mass media, and transportation, shaping Pacific visions of internationalism and self-awareness. And we are not remiss looking at an image like this 2 years ahead of 2001: A Space Odyssey, and this entire vision of the Star Child as a kind of new symbolic whole of a reawakened humanity. The desires were utopian, the reality far different. There was something altogether more powerful in the air and on the ground, namely geopolitics. At Expo 67, no country could ever admit sharing its plot of land, its little corner of the world, with another. It was a strange vengeance of the mania for Marshall McLuhan's global village, hardly a synthesis of humanity via networks of information, but quite literally a collection of world architectures set out as if in an enormous suburban enclave. It was not always meant to be this way. Expo 67 had, in fact, a very different, short-lived history. At first, Expo 67 looked like this: a plan to place the entire World's Fair deep inside Montreal, in the heart of the city, making it a catalyst for lasting urban renewal.
The idea belonged to Daniel Van Ginkel and Blanche Lemko Van Ginkel, husband and wife, Montreal architects and town planners, members of the Congrès International d'Architecture Moderne and Team 10, and the very first authors of Expo 67. Unsurprisingly, the scheme never prevailed. Jean Drapeau, the newly minted mayor of Montreal, would take images of this model to Paris in November 1962 and win Expo 67. Soon upon his return, I think on November 13th, 1962, he would turn his back and immediately move towards the islands that we know today. Still, throughout 1963, and before finally resigning, Daniel Van Ginkel, who you can see in these images here faintly, desperately tried to advance a very different model of Expo 67. His team would propose something utterly radical to create a master plan totally opposed to consecrating the nation state. And they would say this over and over and over again, that Expo 67 should never venerate what they called countries and corporations. They began by rejecting architecture in favor of diagrams. Lines of action animated the ways humans and machines, arts and sciences could be linked in a giant network. At key moments of exchange, nations would quite literally plug in to a storyline on, say, medicine or the fine arts, and overlap with others sharing a similar expertise. Drawn by Adele Nade, today Adele Nade Santos, a young architect with direct experience of Team 10, she worked in the office of Candilas Yosick Woods, the plan suggested a terre des hommes where nations were imagined, subordinated to peoples, politics to knowledge, ideologies to themes. However, naively, the architects still carried a modernist faith in technological salvation, giving rise to a new citizen of the world. Their philosophical ideal, characteristic of so many post-war North American architects, had not yet come to reject Enlightenment reason, encyclopedic understanding, and universal self-realization. Just like the master plan, or this early master plan, the most radical dreams had other awakenings, fitful impressions of untapped hopes and unrealized possibilities. Think of Moshe Safdie's Habitat 67, once a vision of quite literally housing the entire world, later a nightmare abandoned in the jungles of Puerto Rico. Think of Buckminster Fuller's breathtaking geodesic dome for the United States Pavilion. It was, to be sure, beautiful, a promise of a floating world unencumbered by the troubles of history. Yet Fuller, too, had wished for something else. The original plan had been to play out his world game, a model of wargaming systems appropriated by peoples hovering above one of Fuller's Dymaxion maps, which you can see laid out on the parterre of the early pavilion, where people would use computers to distribute global resources towards win-win scenarios for the betterment of humankind. No matter how noble, this was, however, to ignore the very same kinds of techniques propagating war machines elsewhere in 1967. The idealized globe, with people inside, enveloped in a skin giving total environmental control and homeostasis, reminded how World's Fairs had served the construction of an ideal European-American subject demanding to remake the rest of the world. Here lay the limit of architectural belief at Expo 67. The historicist, the kitsch, or the non-modern could never be admitted. This deeply truncated, even abusive modernizing view on world civilizations spoke loudly of the kinds of developmental asymmetries between first and third worlds, a division that Expo 67 was somehow magically to overcome. It was, for many architects and thinkers, finally exhausting to believe that architecture could really resituate the world. They would, though, latch on to something else. In a spirit reminiscent of Victor Hugo's This Will Kill That, many architects and thinkers rejected buildings in favor of films, and they would do this time and time again. Not just films, but in the parlance of the era, environments. Over 300 films were produced for Expo 67. Many were technical marvels, extending the flexibility of the screen. In the Labyrinth was among them,
a groundbreaking effort projected in a 5-screen cruciform arrangement. The effect was stunning, with people dwarfed by the endlessly changing images of ancient crafts and modern technologies. On the one hand, the film risked fashioning propaganda from banalities. Just like Terre des Hommes, the construction of some universal humanism was perhaps the withering of personal experience. On the other hand, the very idea of the multi-screen perhaps eclipsed not just realism, but any unilateral discourse, thus political language. With its playful and bewitching power, In the Labyrinth offered technologies of vision to confront industrial propaganda that was quite literally writ large in the many megastructures as architectures dotting the Expo 67 site. The creation of truly immersive environments, the sensation of being overcome in a neuroaesthetic dream world, was in the end maybe the closest people came to discovering authentic forms of communion with their fellow travelers at the fair. Inevitably, though, the protocols of nationhood and statesmanship endlessly unfolded. This is Place des Nations at Expo 67. Its remnants are still there. Every day, some president or monarch, dignitary or dictator, arrived to the pomp and circumstance of a state welcome. Pageantry, in the end, triumphed. Against this victory of nationhood, perhaps we can all take comfort in a final image. This is a map of Expo 67 in Braille. And perhaps it can remind us that seeing architecture may not have been that important after all, eclipsed as it was by wayfinding through so many other impressions and sensations emerging throughout these fantastic worlds within worlds. So, I will conclude there. Laval, UQAM, Université de Montréal, McGill, Concordia, Toronto, Ryerson, and of course, Carleton. Good luck, bon chance, draw like mad, be radical, and above all, have fun. Merci Indebia pour cette magnifique présentation sur Expo 67. C'est absolument fascinant de se replonger à l'époque qui est l'époque à laquelle beaucoup, en fait, qui correspond à l'époque où beaucoup de la génération précédente sont arrivés à Montréal comme étant l'époque de mes parents, de tes parents, qui étaient un de ces grands moments. Donc c'est fascinant de se replonger dans cet univers qui est très proche et à la fois très loin. Je vous remercie, je vous remercie de l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Ma présentation portera sur la figure de l'archipel et sur ses liens à l'utopie dans la pratique architecturale actuelle, donc des 15 dernières années, de 2001 à 2015. Alors, je commencerai par soulever... alors voilà, archipel et utopie dans l'architecture du XXIe siècle. Je commencerai par soulever qu'est-ce qu'un archipel. Évidemment, c'est un groupe d'îles. Je vous montre ici une image du monde comme archipel, composée à partir d'images satellites. Une image récente trouvée sur le web, mais à laquelle je ne trouve pas d'auteur. Donc peut-être que plus tard, notre collègue McCallum va pouvoir m'aider parce qu'elle a été faite à partir de la carte d'imaction de Buckminster Fuller. Et donc, on voit la Terre comme archipel. Parce que par métaphore, un archipel définit aussi un ensemble de lieux, de choses ou d'idées, le plus souvent semblables, qui font penser à un archipel. La figure de l'archipel, c'est donc l'unité de l'île qui se répète. L'archipel contient ainsi la figure de l'insularité. L'île, c'est l'unité de base qui, par répétition, compose l'archipel. Alors, au-delà de la définition géographique, qu'est-ce que cette figure, l'archipel, permet aux architectes ? C'est-à-dire quel est le rôle opératoire de l'archipel? Quelle place occupe
l'imaginaire de l'archipel dans l'architecture actuelle. Avant de m'y intéresser, je me pencherai sur la gravure originelle. En fait, la gravure, c'est la gravure originelle qui accompagne le texte de l'homme politique britannique Thomas More, publié en 1516, donc il y a presque exactement 500 ans. Ce petit livre intitulé Utopia aura une influence profonde sur l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Sur ce frontispice, on voit une illustration de l'île d'Utopie et un échantillon de l'alphabet de ses habitants. Cette illustration contient déjà toutes les tensions entre archipel et figure de l'île et figure de l'archipel. Comme vous voyez, on peut voir l'île composée déjà de deux îles, une première en forme de croissant, puis une deuxième, et on peut se demander si More, quand il décrit la forme de croissant, parle de celle-ci, ou parle plutôt de la même configuration qui se trouve entre cette île et le paysage extérieur. Donc il y a déjà une confusion, puisqu'il n'y a pas une île, mais bien une composition d'îles. Alors, l'ouvrage décrit une île, Utopie, c'est-à-dire un non-lieu, et qui est placée dans un lieu abstrait, le lieu de la fiction. Et More précise, il y a 54 villes qui sont absolument identiques, et il choisit alors de décrire la capitale, Amaroth. Et il explique, dans la ville, en plus, toutes les maisons se ressemblent. On peut donc dire que la figure de l'utopie, inventée par More, contient en elle une tension entre île et archipel. Elle est basée tant sur l'insularité, donc l'isolation du reste du monde, que sur la répétition d'une cellule unitaire. Ensuite, la figure de l'île permet une autre fonction. More se place déjà dans une tradition visuelle. Avant la découverte de l'Amérique, la mer et les eaux représentaient l'infini. À l'époque de More, les mers, les îles étaient donc situées dans des espaces indéfinis de temps et de lieu. Les eaux entourant l'île permettant de situer l'utopie dans un contexte abstrait, dans un non-lieu. Cette coupure est essentielle. Le contexte abstrait de l'île donne à l'utopie un caractère idéal qui permet de transposer théoriquement la ville de l'île sur l'ensemble du territoire. C'est un modèle. Et c'est là toute la complexité du modèle utopique. L'utopie est à la fois cernée par une frontière, mais transposable. Elle a donc aussi, depuis son origine, une portée universelle, un caractère totalisant. Alors, le texte de More, grâce à la figure de l'île, porte les trois fonctions essentielles de l'utopie, une critique du monde existant, une fonction transformative de ce monde et une fonction échappatoire qui permet de se libérer des contraintes de la réalité. Alors nous allons maintenant sauter dans le contexte actuel pour examiner la place de l'utopie et de l'archipel dans la pratique. On constate à partir de 2001, au XXIe siècle, donc un certain retour de l'utopie, dont je peux témoigner par une bibliographie sélective des ouvrages parus donc depuis les 15 dernières années, très nombreux, sur les liens entre utopie et architecture, tant au niveau historique que prospectif que projectif. Dans la pratique aussi, on voit un retour d'image qui semble s'inscrire dans la tradition utopique. Évidemment, de nos jours, les mers ne sont plus associées à l'infini. En revanche, le fantasme de l'île artificielle perdure. Je vous propose un survol très rapide de quelques projets récents, produits, et qui utilisent la forme de l'île pour donner une portée utopique et dystopique à leur projet. Alors pour chaque projet, je proposerai une seule idée. On pourrait s'étendre sur chaque projet évidemment pendant longtemps, mais je mettrai simplement une idée en valeur, une stratégie opératoire qui donne au projet et à la représentation une portée utopique. Premier projet, 2002, Diller & Scofidio, le Blur Building, un pavillon temporaire sur le lac de Neuchâtel en Suisse. Le pavillon est une plateforme médiatique interactive construite lors de l'exposition nationale Moi et l'univers. C'est en réalité une plateforme de métal en tenségrité qui pompe l'eau du lac et l'expulse en petites particules, créant un nuage artificiel. Au-delà de la forme, évidemment créant un non-lieu,
Diller et Scofidio proposent ici un nouveau modèle de collectivité. Regardez comment est négociée la frontière entre la réalité et le monde de l'île. Regardez aussi la mise en place d'un rituel de passage nécessaire pour franchir le seuil de l'utopie. Les visiteurs doivent se vêtir d'un brain coat, un imperméable intelligent, qui, à partir d'un formulaire rempli au préalable, leur permettra de faire des rencontres. Une lumière rouge s'allume si on se trouve à proximité de quelqu'un qui partage nos affinités et des émetteurs produisent des vibrations sur le derrière, imitant des principes d'excitation. Donc Blur Building porte aussi un message critique des nouveaux médias. Il faut bien noter que ça a été fait avant l'explosion de Facebook. Il préfigure les nouveaux médias. Il porte une critique en simplifiant à outrance les rapports humains, mais il acquiert aussi une portée universelle, puisque la réalité du pavillon peut être transposée à l'échelle de la Terre, qui a été modifiée de façon uniforme et radicale par l'introduction des nouveaux médias, des médias sociaux, quelques années plus tard. Dans une toute autre approche, 1998, MVRDV, le groupe hollandais, utilise la mise en forme de données pour créer des paysages qu'ils appellent datascape. Alors vous voyez ici comment ils utilisent dans leur projet Costa Ibérica, Upbeat to the Leisure City, ils analysent le tourisme sur la côte de l'Espagne pour donner en fait l'impression d'une île, puisque l'Espagne est en réalité attachée à la terre, au reste du continent européen. Mais ils créent par cette analyse de données l'impression d'une île. Cette stratégie constitue à radicaliser le présent. C'est cette condition touristique qui distingue l'Espagne du reste du monde. Il crée ici une série de scénarios ensuite qui oscillent entre utopie et dystopie, créant des scénarios comme ici vous voyez le scénario mix qui consiste à concentrer toutes les aspirations touristiques en un lieu spécial qu'ils appellent Benidorm pour libérer ensuite certaines plages qui resteraient complètement vierges, alors créant des paysages qui sont tout à fait alarmants comme ceci. Cette fois, ce sont des scénarios qui oscillent entre l'utopie et la dystopie. Il ne s'agit plus de trouver des solutions aux problèmes, mais d'accepter la situation et de montrer et d'amplifier la réalité, plutôt qu'à chercher un langage esthétique nouveau. La fonction est essentiellement critique. Vous voyez quelques exemples. Ils ont proposé aussi de faire Fuller Island, ou la roche des personnes âgées, ou alors un archipel du sport. Voilà. Alors, dans une toute autre approche, les architectes belges du groupe Office, je vous montre ici un projet, le premier prix pour un concours en 2005, où ils présentent une frontière pour piétons à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, un projet qui s'appelle Border Garden. La stratégie ici est celle de l'inversion de la réalité. L'île est en réalité une enclave, la frontière devient un oasis, un jardin d'Éden, et le projet nous amène à réfléchir aux modalités soi-disant universelles des régulations territoriales. Un autre projet, celui de Anne Holtrop, 2009, pour un jardin flottant, un paysage entièrement artificiel qui reprend l'imaginaire du jardin d'Éden et qui met en évidence les anxiétés actuelles vis-à-vis de l'environnement, en créant une nature idéalisée, un retour originel, une nature en fait qui réconcilie nature et technologie, mais dans une stratégie où le jardin est encore plus pur que le jardin originel. Hein. C'est une stratégie qu'on pourrait qualifier d'échappatoire. 2010, le pavillon croate pour la Biennale de Venise. Un groupe de 14 architectes croates travaille en collectif pour concevoir un pavillon flottant qu'ils ont tiré pour traverser la mer Adriatique. C'est une autre île artificielle. Le pavillon fait de tiges d'acier a un caractère évanescent, immatériel. D'ailleurs, le destin de ce pavillon a confirmé cette qualité puisqu'il a même coulé juste avant d'arriver à Venise. Ce pavillon devient réellement un non-lieu, symbole de l'extraterritorialité et jouant avec le thème de l'hétérotopie, de la non-représentation aussi de certaines nations dans les instances à caractère international comme la Biennale. Le projet Terreform One par le groupe new-yorkais,
des activistes architecturaux, propose de reconstruire une nouvelle île de Manhattan, ici, à partir de ces déchets, dans le même esprit que dans le film Wall-E, exactement, et qui met en place la nécessité d'une stratégie environnementale globale à partir d'une situation précise, qui est celle de New York. Le projet lui-même s'autoconstruit à partir de ces déchets. Alors, je terminerai avec la stratégie de la répétition d'une solution originelle, le projet de l'architecte Adeyemi au Nigeria. Adeyemi a développé un vrai projet ponctuel bien précis, une école flottante pour une communauté lagunaire, mais ensuite il propose par la répétition, par un collage, de générer un village entier sur le même modèle. Il décrit aussi une société alternative qui fonctionne avec des modèles collectifs différents des nôtres, idéalisés. Voilà, en conclusion, ces projets que je vous ai montrés rapidement ne sont pas des utopies totalisantes, revendiquées comme celles des modernistes du début du XXe siècle ou des technologues de l'après-guerre. Ce ne sont pas non plus des dystopies radicales comme celles des années 70, mais je crois que comme les utopies du passé, ce sont des projets qui radicalisent les espoirs et les anxiétés de notre époque, à nous de les qualifier. Je crois aussi qu'elles nous montrent que l'archipel, l'île, l'enclave, sont toujours des figures qui portent en elles le germe de l'utopie. Alors, j'insisterai pour conclure sur un point important. Au-delà de la forme, si on ne veut pas répéter les utopies du passé, il faut se demander, qu'est-ce que votre archipel suggère comme modèle de collectivité? Quelle est la place de l'individu dans votre archipel et comment s'y développe la négociation entre individuel et collectif? Je vous remercie. Thank you, Sinisha, for the invitation. And thank you to the CCA for hosting us in this beautiful facility. I would like to start off with a question. How many of you have heard of the Anthropocene? This notion. Okay, maybe 6, 7 people in the audience. So this is a term that's been proposed by geologists to describe our current geological epoch. That when they look at the planetary system, they have categorizations based on certain layers and depths that they can find of certain massive events that have occurred. And they are proposing that our current era be named after our species because of steam engines, the Industrial Revolution, nuclear explosions, thermoelectric power, highways, plastic, electronic waste. They're all leaving an indelible chemical impression on the geology of our planet. And the notion of the Anthropocene captures the spirit of this very ambivalent era in which we are all taking part, when human populations and access to modern conveniences have been accompanied by widespread ecological degeneration. And this is perhaps most evident within the study of planetary landscapes. If you spend any time at all on Google Earth, there's a lot of these you can see. These are aerial photographs that illustrate the nature of these transformations. These are the cityscapes of Mexico City, the industrial sprawl of Moscow, the low-lying islands like the capital of the Maldives, to the famous canals of Venice. And from this perspective, we can see even the seemingly mundane landscapes take on a new profundity, like the freeways of Los Angeles, agricultural systems that are transforming ecosystems, like these polyethylene greenhouses in Spain, photographed by Ergo Bernitzky, the center pivot irrigation fields that dot the countryside of the United States, if you ever fly over the US. But perhaps the most dramatic transformations have been taking place with the extractive industries of minerals and energy, from the oil fields of Texas to the mineral mines of Western Australia, to the fracking sites in Wyoming, and of course,
as we all know, the wild boreal forests of Alberta raised to access the oil sands. All of this is just to say that we have a bit of context to consider, I think, when we're considering utopian visions, so that we're not naively ignoring many of the aspects of our planetary system. And the consequences of all this can be seen within these now familiar exponential curves, these hockey stick curves that are being called the great accelerations of population growth, resource extraction and consumption, and ecological degradation. And scientists have even tried to quantify all of this in what they call the planetary boundaries, which they consider to be critical thresholds of our planetary life support system. Not just climate change, of which we all hear quite a bit, but biodiversity loss, ocean acidification, freshwater use, many other interconnected issues. And in the words of many of these scientists, we're tipping towards the unknown, engaged in a high-stakes game of unwittingly crossing these planetary boundaries that define a safe operating space for humanity. And this ongoing attempt at quantification to understand how it is we're impacting the living conditions on this planet have led one group called the Global Footprint Network to propose that we're going into ecological debt every year for the past 4 decades, exceeding the capacity of Earth's ability to regenerate the resources we're consuming. You can see that as an aggregate, we're going well over the full planetary system, with some countries, well, in this case, America is number 1. So one person who anticipated the urgent need to visualize and really quantify and understand these invisible flows and relationships was Buckminster Fuller. He was an American polymath. Marshall McLuhan referred to him as the Leonardo da Vinci of the 20th century. And he insisted on the importance of understanding the whole system, since its emergent properties and synergies could not be predicted by the sum of the parts. And beginning in the 1920s, he began visualizing what he called the one-town world. He was concerned that political boundaries were obstructing the understanding of the interconnections amongst our planetary system, much like the original design of Expo 67, of which I was not familiar, so I'm ecstatic to participate, to learn about this. He collected data about global trends for decades. These may look familiar. He began detecting the beginning of these exponential curves. This was published in 1940 in Fortune magazine. So he was very obsessively documenting a lot of these changes throughout the 20th century. And he proposed that these data sets be displayed on a 200-foot diameter, what he called the mini-Earth, outside the United Nations, using visualizations of world population, transportation, the history of invention and discovery, the redistribution of, or the distribution of world resources. And his goal was to remind the international delegates of the common fate of humanity. This was also part and parcel of his development. What he's most well known for probably is the development of the geodesic dome. But he saw the dome as an embodiment of his lifelong obsession with synergy, which the behavior of whole systems that aren't implicit by the behavioral characteristics of any of the parts of the system when they're taken separately. In other words, the emergent properties that are often missed by reductionism of hyper-specialized and fragmented disciplines. And he felt that architects were some of the last comprehensivists, people that were being challenged to think in the big picture. And he built these domes as a demonstration of this, as structures that would enclose the most amount of space with the least amount of material. And he began developing these in the 1940s at the Black Mountain College, but he built many of them. I think one of the first was here in Montreal, outside of Montreal. And he was envisioning this sphere being used for this kind of planetary visualization display, anticipating that eventually computers would be able to control lights on the surface and dynamically illuminate these previously invisible planetary systems. And today, of course, this is very familiar to all of us. None of this seems very strange. We can look at many of these data sets. This is one done by an animator in Laval with a company called Globaya that is looking at transportation routes across the planet, energy grids, lights at night. I mean, there's many data sets that are really enabling us to start to understand our planetary system in new ways. And by visualizing these previously invisible patterns and relationships, we can gain a greater appreciation for these kind of synergistic conditions that we've long taken for granted or reduced to just resources. For instance, this is satellite data visualized by NASA of various surface flows
and wind currents, showing how fresh water moves in vortices in the oceans in the atmosphere. And we can also see the mixture of many different phenomena. This is looking at salt coming off of the ocean, black carbon coming from industrial activities, the dust coming from the Sahel, from Africa, mixing in. So in terms of the idea of the one-town world and all of these interactions, you really start to get a much more intuitive sense of how our very limited perception often occludes these much more deeper and profound interconnections that are connecting the entire planet. And this was his intention for the Expo 67 US Pavilion, as was mentioned earlier. He proposed that the United States government actually house what he called the world game inside of this. This was a proposal that was rejected, but this dome that he built, he eventually wanted to see visualizing some of these planetary data sets in a structure that he called the geoscope. And he worked with students for many years to collect and quantify, or to collect quantified data to understand what he called the inventory of world resources, human trends, and needs. And his goal was to essentially, in contradistinction to war games, to have a kind of a world game, a world peace game, that would challenge participants to come and actually try to design a planetary system that would work for 100% of humanity. And consequentially to this gathering, this was a part of what he wanted to catalyze from 1965 to 1975 that he called the World Design Science Decade, that he proposed to the International Union of Architects so that architectural students in particular could have a more comprehensive view as they were considering designs of their structures of these planetary systems, so that they wouldn't become too hyper-reduced and specialized and just focusing on meeting client needs and many of the problems that he saw emerging within architecture in the 1960s. And so he developed this cartographic projection, commonly known as the Dymaxion map, to look at undistorted land masses to try to understand the ways in which we really do live on one planetary archipelago, one world island, as he called it. And he was proposing this World Resources Simulation Center for Expo 67 with this giant map on the floor that would actually fold up into a sphere and then be able to fold back out to be able to look at these visualizations. Some of the pictures that we saw earlier of this. And he also considered this to be his most significant work, dedicating it to his wife on their 50th anniversary. He called it her Taj Mahal. But it was really significant because it was an embodiment of these synergistic principles, a demonstration. And it's the only structure of its kind that's known that gets stronger as it gets bigger with no limit to size. And of course, as we all know, the pavilion ended up being used primarily to showcase American popular culture with exhibits of Apollo and paintings of Robert Rauschenberg. But there's a little known interesting consequence of this structure is that in 1967, a young chemist went there with his son. His name is Harry Kroto. And many years later, he was bombarding graphite with lasers, and he was coming up with these very, very strong structures, and he couldn't quite figure out what it was. He remembered going to Expo 67, and he and his team, he was working with a number of people, and Kroto said, I think we're actually dealing with a buckyball. He remembered intuitively going into this architecture, remembering this structure, and so he credited going to Expo 67 with his discovery of this what he ended up calling the Buckminster fullerene. It was the third form of carbon. It's now the foundation of all of nanotechnology, and it won the Nobel Prize for its discovery. And as far as I know, this might be the only piece of architecture that inspired a Nobel Prize-winning discovery. And these Buckminster fullerenes have now been discovered throughout space, and it's thought they might have a lot to do with the origin of life. So it really is an embodiment of the nature of synergy. So as we know, the dome was this utopian vision in many ways, kind of superficially seen for its containment, but I think there are some deeper principles at play. And as it burned, through no fault of the structure, that they turned the sprinklers off and they were using blowtorches to seal the hole where the monorail was going through. His dream has yet to be realized. The only time in my life I ever used that transition.
that now the question is, what shall be done with this structure? And today, one of Fuller's more famous ideas is that of Spaceship Earth. He wrote a book in 1968 called The Operating Manual for Spaceship Earth, and he was in one of the chapters, the final chapters, called The Regenerative Landscape. He called on planners, architects, and engineers to take the initiative to study the synergistic principles employed by evolution at every scale. And here's a kind of a demonstration of some of those ideas. That the idea is that we're in these nested scales, really, of systems, and many times of living systems, if you'd like to think of them like that, where you're designing for any particular scale, but it's very helpful to think across all the different scales for which you're designing. And this is a bit of a linear representation, so pardon. Hopefully, it's more pragmatic than just didactic, but we are in this very strange place that if we're looking at this one world living, we are kind of pushing for this thing called sustainable development, which I think in large part is extraordinarily mediocre in the way that it's being discussed and addressed. And so we have this idea that maybe as like cats, clinging on to the side of a wall, trying not to fall, we might be able to do something to, maybe save something, some kind of future. But the deeper visions, I think, that Fuller and many others have had is how can we push far beyond this idea of ourselves as a toxic, degenerative species that's touching nature and screwing everything up, to understanding ourselves as part of nature, that this boundary dissolves and we start to understand ourselves as a critical component of the regeneration of living conditions for life on the planet. That might sound theoretically interesting, but very impossible. For the past 8 years at the Buckminster Fuller Institute, we've been putting out calls to the world looking for projects that embody this idea. And the goal of the World Game was this, and this is the call that we put out. We're looking for projects designed to make the world work for 100% of humanity in the shortest possible time through spontaneous cooperation without ecological offense or the disadvantage of anyone. It's a nice mantra, and it's a good high water mark, and it sounds a bit impossible. But we're actually finding very, very interesting projects. This is a project called the Living Building Challenge out of Seattle, where they essentially put out a challenge to architects and designers to go far, far, far beyond LEED or any of these kind of green building standards, to consider equity, social justice, beauty, health by removing all of the toxic chemicals from the building, net zero energy or even net positive energy, considering the materials. I mean, when they first put this out, it seemed extraordinarily utopian and impossible, but today there are hundreds of structures that are meeting this standard. Another project that won last year was called Living Breakwaters. After Hurricane Sandy in New York, a number of landscape architects got together and started considering how to create a vision for demonstrating the critical importance of landscape architecture in connecting culture, ecology, and resilience, particularly to reduce risks within the context of a rapidly changing climate. And they designed this breakwater system that both restores biodiversity to the coast and creates ecological infrastructure to lessen the impact of storm events. And they're also using it in a very pedagogical way to reconnect communities with their landscapes in Staten Island. So I'd like to conclude with just a few things that, again, I hope are more pragmatic, that are really lessons learned and patterns that we're seeing within a number of these projects through the Buckminster Fuller Challenge. And that's the idea of, like, sometimes there's a problem with problems, right? We're always problematizing everything. That's what we're trained to do academically. But from a utopian perspective, maybe it's helpful to look from the perspective of potential, to think about what could be and what, not just what already exists, and to take our focus off of just adapting to a lot of very, very threatening situations, but onto the creativity of bringing about something new into the world. And how could we really work from potential from the perspective of humility and self-reflection? This can be very difficult for designers sometimes, to look at what's true about entities by understanding their patterns and the inherent energy in their places. The Sinisha's presentation about the island and the history could be very helpful in that way, to think about the patterns over time of how this place has manifested certain ideas.
and that we could shift our relationship from just a purely transactional relationship, which is generally where we are within a lot of the way that we monetize and reduce living systems to resources, to a reciprocal relationship in which parties are participants in helping some larger potential manifest. And this is very, very common in the projects that we're seeing, is that there are relationships being built between the designers and the architects and the places where they're working. And this is to the global idea that global problems really are best addressed, the strategic development of this local potential. In some ways, it's a paradox to kind of constantly think globally, but ultimately there really are strategies locally that are unique, and that local potential is based on the unique character of these specific places. And you have an extraordinary opportunity over the next few days to work with the unique character of these islands. And so from that perspective, it's not so much a place-based potential as one that this place becomes a place source potential in which these conceptual frameworks inherently encompass the social and the ecological. It really dissolves the boundary. This is the story of the Anthropocene, that humans are nature, that we, in many ways, are scientifically now seeing ourselves as a force of nature. And I think the question for the next few days is, within the theme of this charrette, is how can you work with a place like this as a kind of a microcosm in the Anthropocene, to be imagining new visions for the ways in which we can relate not only to the planetary system, but to the very specific places where we all live. Thank you. Alors, grand merci à nos conférenciers, extrêmement inspirants. Many thanks to our presenters. It was absolutely inspiring. So we're a little pressed with time, and we'll just keep on going and jumping to some of the slightly more logistic aspects. Perhaps in the meantime, we were talking about 2 periods of questions. Or do we just collapse into one? We'll collapse into one. Perfect. A quick word about the jury. Monique Savoy is the president of the SAT in Montreal. She's also on the administrative board of the Parc Jean Drapeau. So she's very interested. She knows what's going on. She's somebody who's absolutely great. Monique Savoy est la présidente de la Société des arts technologiques. Elle est également sur le CA du Parc Jean Drapeau. Et on est ravis de l'avoir avec nous. Alessandra Ponte, elle est professeure à l'Université de Montréal. Michel Langevin est l'architecte paysagiste associé de NIP Paysage, qui a déjà touché à l'île Sainte-Hélène et en fait aux îles. Christina, que vous connaissez maintenant, elle est aussi sur le jury avec nous, ainsi que Randy Cohen de l'atelier Big City, qui est aussi dans le passé fait plusieurs projets exploratoires sur les îles. On est vraiment ravis de les avoir, les 5 qui vont se réunir mercredi prochain pour mieux comprendre les projets et voir qu'est-ce qui ressort, quelles sont les idées qui ressortent, qui sont les plus fortes. Qu'est-ce qu'on s'attend de vous? On s'attend à quelque chose qui est somme toute relativement simple. 2 planches numériques, donc en format PDF, 2 planches A2 orientées à l'horizontale, 10 MB maximum. On s'attend à une image clé du projet en format JPEG qui irait de 1 à 4 MB. Là, c'est marqué 3, mais c'est à 4 MB. Et vous allez avoir beaucoup plus de détails sur le site web avec quelques petites notions plutôt techniques. Ainsi qu'on ouvre la possibilité de soumettre des documents additionnels pour ceux qui sont à l'aise avec la vidéo ou le son, ou la vidéo et le son bonifient la compréhension du projet ou amplifient la compréhension du projet. Vous êtes en mesure de soumettre différentes choses. Vous allez voir plus de détails concernant cette soumission optionnelle sur le site web. Et on vous inviterait à ce que tout ce que vous soumettez commence par... que tous les fichiers que vous soumettez commencent avec le numéro de l'équipe suivi du titre.
Donc, tout ce que vous soumettez commence par votre numéro d'équipe. Two A2 panels horizontally, 10 megs max. One key image representing the project, between 1 and 4 megs. You'll see more details on the website. An optional submission of any sound or video documents limited to 30 megs, I believe. And file names ought to begin with your team number followed by the title of your project. Title of the project, always an interesting lens to offer in terms of reading the project, something that takes us further away than what's obvious in the project, so have fun with that. En termes de déroulement, la soumission des projets doit se faire avant minuit, dimanche le 15 novembre. À partir de lundi, à un certain moment, dès qu'on aura la chance, les projets vont être sur le site web, permettant le vote du public. Et ensuite, la remise des prix va avoir lieu à l'UQAM, au cœur des sciences. Donc, ce n'est pas à l'école de design, c'est au cœur des sciences, qui est le pavillon qui est plus près du métro Place des Arts, au centre d'un très bel îlot. Ça vous permettrait de le connaître si vous ne le connaissez pas déjà. Donc, ce n'est pas à l'école de design. Mercredi prochain à 18h. On espère vous voir tous là avec quelques amis additionnels. So, quick idea of the timeline. We're hoping to see all of your submissions come in by midnight on Sunday, November 15th. By Monday, somewhere during the day, we'll manage to get your projects online and allow for a public vote that will take place between Monday and Wednesday afternoon. I believe it's 2 o'clock Wednesday. And then finally, we're hoping to see all of you at UQAM on Wednesday, November 18th at 6 p.m. For a cocktail and an award ceremony. In terms of what's available to you, these are the things that we've managed to put on the website. You'll see that the website has its own limitations with respect to how much you can really read. So we've put the challenge in a PDF format. So this is what you'll see in French and English. That's probably the easiest thing to download and read. I've also put my own presentation on the web. So you'll be able, whatever I've presented in terms of Expo 67, it's online. We also have a 2D model that's quite wide of the islands in CAD, meaning in AutoCAD format. And we also have a 3D model of the islands. It's a SketchUp model. That's the best we have. There are some other Rhino models that were a bit tricky. This is coming from the city. And the city was also a little bit nervous about giving us too many things outside the island. So what we currently have is the model of the island. It's really up to you to see what's important for your project and how do you bonify what we have currently with any additional material. And I've also put on only a couple of images. One is the maps, historical maps that actually take us from the 1600s all the way to today, and a couple of images of the islands as they are today, including one more comprehensive oblique view. We have limitations in terms of how much material we can put online without crashing our website. So that's pretty much what we have. If there is anything very specific you're looking for and you have a hunch that I might have it, you can find my email on the website, and don't hesitate. Alors, quelques mots, vous allez retrouver sur le site web la problématique, la présentation que moi j'ai fait, le modèle 2D en format CAD et le modèle 3D en format SketchUp, à défaut d'avoir d'autres ressources. Il y a aussi d'autres modèles sur le site web de la ville, mais c'est un peu compliqué. Et si jamais ça vous prend absolument d'autres modèles qui sont un peu plus larges, il va falloir fouiller sur le site web de la ville, ainsi que quelques images, à la fois des images datant des images contemporaines des îles, incluant une vue oblique un peu plus complète, notamment pour ceux qui ne sont pas avec nous ce soir ou qui ne sont pas à Montréal, ainsi que les cartes. S'il y a des images historiques que vous pensez qu'elles existent, mais vous n'arrivez pas à mettre votre doigt dessus et que votre petit doigt vous dit que moi je les aurais, faites-moi signe, mon courriel est sur le site web. Alors voilà, vous allez retrouver toutes ces informations et beaucoup plus sur le site web. On va prendre quelques petites minutes pour essayer de répondre aux questions. Il y a un micro qui est ici sur le côté et Delphine nous aidera. En fait, il y a 2 micros qui circulent et donc s'il y a des questions, ça me ferait plaisir de répondre. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de questions. J'étais clair.
Ça va? Je vous rappelle que dans chaque université, il y a une personne qui est responsable de la Charrette. C'est peut-être votre premier point de contact. Si vous êtes à l'UQAM, c'est moi. Si vous êtes à McGill, c'est IPEC. Si vous êtes à l'Université de Montréal, c'est Manon Asselin. Si vous êtes à Laval, c'est Anne Boisvert qui n'est pas là. C'est Anne Boisvert? Ah, parfait, c'est Anne Boisvert. À Carleton, c'est Inderbeer. Université de Toronto, Michael Piper et Liat Margolis. Et à l'Université Ryerson, c'est Vincent Hugh. Et est-ce qu'il nous manque quelqu'un? Et Concordia, pardon, c'est Carmela Cucuzella qui est là avec nous quelque part. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, dernier appel, questions. Voilà. Alors, amusez-vous. Osez, aller au-delà de ce que vous saviez faire jusqu'à maintenant et proposer une manière de voir les îles qui leur donnera une nouvelle imaginaire. Super. Merci beaucoup. J'ai hâte de vous voir. Allez, foncez!